Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 3e étape du Tour de Romandie. Étape qui a été... c'était pas l'étape du siècle, hein. Ça n'a pas été très animé en début de course, et puis ça s'est quand même pas mal animé encore une fois, un peu comme hier dans les 20 derniers kilomètres, mais un peu plus qu'hier encore dans les 20 derniers kilomètres. On parlera bien entendu du bilan des Bleus, top, flop. On va présenter également l'étape 4, c'est une étape majeure de ce prochain Tour de Romandie. Faudra se méfier l'étape 4 qui partira à 14h. Enfin, le direct vidéo sera à 14h. Sur la chaîne L'équipe, ça sera sur la télé, ça sera à partir de 16h30 parce qu'il y a la Formule I. Donc ça sera sur l'équipe live et je pense sur Eurosport 1 ou Eurosport 2, j'ai pas vérifié, à la télévision. Et donc, top flop, voilà, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ou même à retweeter mon tweet, que je ferai certainement pour vous indiquer que la vidéo est en ligne. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si vous avez apprécié, pas apprécié certains coureurs, si vous avez trouvé que la course était un petit peu ennuyeuse. Enfin voilà, ce que vous avez pensé des Bleus et tout plein de choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà extrêmement bien, de mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ça c'était également une question pratique. Mais en plus, plus vous cliquez rapidement sur une vidéo sur YouTube, plus elle sera mise en avant par l'algorithme YouTube. Donc c'est un peu... voilà, si vous mettez la petite cloche comme ça, vous cliquez encore plus vite sur la vidéo dès qu'elle sort sur la chaîne et bam, comme ça, elle est plus visible et moi après je suis content. Bon, Tour de Romandie, étape 3. Étape qui s'est animée dans le final. C'est vrai que dans la première partie de course, on a eu une échappée de 3 coureurs. Chris Neyland qui a pris le maillot de la montagne à Thomas Champion. On avait également Cavagna et Nance Peters. Bon, les trois ont plutôt bien collaboré ensemble et ensuite ils se sont fait rattraper par le peloton qui avait décidé de ne pas laisser partir une échappée. Il y a eu des attaques dans la dernière montée, notamment avec une belle attaque de Ben O'Connor. Il y a eu également Mauro Schmid dans le final, Rein Taramae dans le final aussi. Les coureurs d'Ineos, enfin quelques coureurs d'Ineos ont roulé pas mal vite. Rohan Dennis a quand même très très bien résisté, mais on en reparlera un peu plus tard. Et puis à la fin, une victoire d'un coureur qui est en forme, peut-être le seul coureur en forme chez Israël en ce moment, Patrick Bevin. Et heureusement qu'il est là pour permettre à Israël de ne pas être derrière la Lotto au niveau du classement UCI. C'était pas l'étape du siècle, mais c'est une étape intéressante, surtout par rapport à demain. On a vu quand même des coureurs qui me semblent plutôt pas mal aujourd'hui et on en parlera. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Ben O'Connor. Aujourd'hui, pourquoi j'ai mis Ben O'Connor au top? Parce qu'il met une belle attaque dans le final de cette étape, ce qui montre que la forme est là. De toute manière, je le dis toujours, mais on n'est jamais déçu par Ben O'Connor, jusqu'à maintenant, chez AG2R, et même chez NTT avant. Mais du côté de Ben O'Connor, moi j'ai trouvé qu'il a fait vraiment une belle étape aujourd'hui. Et dans le final, il a tenté de forcer la décision. Il savait qu'au sprint, il n'était pas suffisamment fort, on l'avait vu hier. Mais il a tenté dans le final. Ça n'a pas marché, on va dire, plus que ça. Mais l'avantage, c'est qu'il est toujours bien classé pour le général, hein, et c'est toujours un coureur qui est bien au classement. Donc c'est vraiment une très très belle chose pour lui et c'est très intéressant pour la suite de la semaine. Je rappelle, il est à 28 secondes de Rohan Dennis. Donc c'est tout à fait récupérable pour demain vu les difficultés demain. Et puis il va pas faire beau demain. C'est pas le coureur le plus mauvais dans ces conditions-là, hein. Parce que demain, il risque de ne pas faire très chaud du côté de la Romandie. Donc, ça peut être intéressant pour un coureur comme lui, parce qu'on se souvient de sa victoire sur le Tour de France. C'était dans des conditions difficiles l'année dernière. Donc, ça peut être intéressant pour le coureur australien. J'ai mis Rémi Cavagna également comme coureur au top. Il prend l'échappée aujourd'hui. Ça montre... C'est quand même un coureur qui a repris tardivement, hein. Cette année, c'était du côté de Milan-Turin, je crois me rappeler.
du côté de Rémi Cavagna. Donc il a repris très tardivement. Pour le moment, on le sentait, hein, il était encore en recherche de sensations et de sa condition physique un petit peu. Là aujourd'hui, je trouve que le coup de pédale était vraiment bon dans l'échappée. Donc c'est vraiment rassurant pour Rémi Cavagna parce que c'est un coureur qui est quand même important dans l'équipe Quick Step. Il a un rôle vraiment important en tant qu'équipier. Et c'est vrai que pour le moment, il n'était pas au top et c'était un peu une inquiétude que je commençais à avoir, de me dire voilà, on n'est pas, il n'a pas l'air d'être encore à 100%, donc là il a fait le job dans l'échappée. Bon voilà, après c'était compliqué pour lui d'aller au bout, hein, c'était un petit peu trop difficile, ils ont tenté le coup, il aurait fallu qu'ils soient un peu plus nombreux autour de Rémi Cavagna, voilà il a fini à 7 minutes 34. Mais voilà, c'était un peu compliqué pour lui à 3. Il pouvait pas s'en sortir. Mais c'est quand même un coureur qui a fait vraiment une belle étape aujourd'hui, Rémi Cavagna, et c'est très très intéressant de le voir à ce niveau-là, quand même, avec un niveau qui progresse. Je ne savais pas qu'il avait commencé alors chez Klein Constantia, qui à une époque avait pas mal de jeunes qui ont été dans des très bonnes équipes, et notamment chez Klein Constantia, l'année où il a débuté, Rémi Cavagna, Enric Mas, Narvaez, parmi les équipiers, Garcia Cortina et Jérémy Locro également. Jérémy Locro un peu moins bon, mais Enric Mas et Charman, Charman Narvaez, c'était pas mal, hein. Et lui, il avait remporté le championnat de France U23 du contre-la-montre cette année-là. Et Charman avait remporté le Tour d'Alsace. Voilà. Pour ceux qui veulent des petits renseignements sur certains coureurs. C'est ça que j'aime bien quand on va sur Pro Cycling Stats, c'est que ça permet de voir les premières équipes qu'ont fait certains coureurs. Et voilà, du côté de Rémi Cavagna, qui n'a jamais couru pour une équipe française, hein, ça fait partie également des... C'est l'époque où on a peut-être raté des talents, je pense à Alaphilippe, je pense à Rémi Cavagna, dans les équipes françaises. On a raté certains coureurs, et maintenant on s'en mord peut-être les doigts. On poursuit avec un petit point au niveau du classement des Bleus, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Au niveau du général, eh bien, du côté des Bleus, donc on a Ben O'Connor 13e à 28 secondes à égalité avec Julien Bernard qui fait pour le moment une très bonne course. Ruben Fernandez, lui, est à 30 secondes. On a ensuite Rudy Mollard à 34, Quentin Paché à 23. Reichenbach est à 40 secondes, donc ça reste très intéressant. Et Kenny Elissonde est lui à 49 secondes, 34e. Et Thibaut Pinot est 49e à 2,08. Donc demain pour une échappée, ça va pas être si facile que ça parce que l'écart de temps est pas si énorme que ça pour Thibaut Pinot. Après, il tentera peut-être un contre dans la journée parce que en attaque pure, ça risque d'être un petit peu compliqué pour le coureur français. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Je pense que la vidéo va être un peu plus courte que les dernières. Parce que hier j'avais dit ça et je me suis aperçu à la fin de l'enregistrement, putain j'ai fait 30 minutes sur une étape où je pensais pas faire 30 minutes pour tout vous dire. Là aujourd'hui c'est beaucoup plus rapide parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire, même si sur l'étape 4 on aura beaucoup d'éléments à apporter. On commence tout de suite avec le vainqueur du jour, Patrick Bevin. Israël n'est pas passé à côté. Et pourtant, du côté d'Israël, dans le final, je les ai encore vus à 5 bornes de l'arrivée devant le peloton. Je me suis dit, bon, voilà, ils refont la même connerie que d'habitude. Heureusement pour Patrick Bevin, c'est qu'il y a eu l'attaque de Mauro Schmidt qui a fait que du côté de l'équipe d'équipe des Tanneter, Ineos, on a roulé aux avant-postes et ce qui fait qu'on s'est fait un petit peu contrer dans le final. Après, Bevin, il fait un très bon sprint. Bevin est un coureur en forme, je rappelle, vainqueur du Tour de Turquie, vainqueur également donc là aujourd'hui. Et sur le Tour de Turquie, il avait remporté l'étape 7, je crois, qui n'était pas une étape facile. L'étape 7, il avait fait deuxième de l'arrivée au sommet à Manisa et quatrième de l'étape de Echeabat, qui était l'étape numéro 6. Moi, je l'avais trouvé très bon sur le Tour de Turquie. Et c'est vrai que j'avais posé la question hier, parce que comme il s'était raté sur le sprint, est-ce que Patrick Bevin ne mise pas tout sur la montagne? Bon, c'est pas encore le cas.
Faudra quand même s'en méfier demain. C'est un atout pour Israël. Je ne le vois pas gagner demain. Je pense que ça sera peut-être un peu compliqué pour lui. Quoique, s'il fait la même perf que sur le Tour de Turquie, ça peut être pas mal. Moi, j'ai encore au niveau de son poids, de son gabarit, moi j'ai un 1m80 pour 75 kg. Il me paraît quand même un peu plus léger que 75 kg à l'œil. Mais c'est un coureur qui peut être intéressant pour demain. Il est bien classé au général. Le Tour de Turquie, la montée de Manissa, même s'il n'y avait pas une grande opposition sur cette course, c'est quand même une montée qui s'est fait à un bon rythme. Demain, il faut quand même savoir que les montées les plus dures sont pas forcément les dernières. Donc ça peut être intéressant pour Patrick Bévin demain au niveau de cette journée de faire vraiment quelque chose de bien. Puis on ne sait jamais, hein, quand vous êtes au général, Bévin il est deuxième à 14 secondes, on connaît ses qualités sur le contre-la-montre, ça peut peut-être faire un top 15 ou un top 10 pour le coureur néo-zélandais. Je continue avec un autre coureur de l'hémisphère sud, Rohan Dennis, l'Australien, le leader du classement général jusqu'à maintenant. C'est une étape qui était piégeuse pour Rohan Dennis, piégeuse parce que pas forcément les bons coureurs pour ce type de parcours-là. C'est-à-dire que Kruijswijk et Sepp Kuss sont pas forcément les meilleurs sur les pentes courtes, les montées courtes, où il faut pas mal d'énergie, où il aurait fallu un bout de Van Aert, par exemple, sur ce type de parcours-là. Ce qui fait que Rohan Dennis s'est retrouvé seul dans le final, et je me suis dit, aïe aïe aïe, tout le monde l'attaque en plus, ça montait fort, c'était vraiment l'étape piégeuse. Et puis au final, il s'en sort bien, parce qu'il prend des secondes de bonification, et que demain, il est toujours là pour la gagne. Rohan Dennis, il faut s'en méfier demain. C'est pas le plus mauvais en montagne. Rohan Dennis, même s'il a dit qu'il faudrait que je perde 10 kilos pour gagner le Tour de France, je rappelle aussi qu'on est sur le Tour de Romandie, c'est pas le Tour de France. Il y a peut-être un petit peu moins de monde quand même. Donc il faudra s'en méfier de Rohan Dennis parce que aujourd'hui il prend des secondes de bonification, donc ça veut dire que sur Patrick Bévin, si on reprend le classement général, il a 14 secondes, mais sur un McNulty par exemple, il a déjà 25, sur un Ayuso il a 22, sur Julien Bernard il en a 28, Caruso est déjà à 30 secondes, Geraint Thomas est à 38, Fuglsang est à 40, Wood est à 50 secondes. Bon, à part s'il explose complètement demain, il faudra s'en méfier de Rohan Dennis. Hein. Moi, je me rappelle du Giro, par exemple, il avait été très bon. Donc là, c'est vraiment la belle opération du jour pour Rohan Dennis. Et puis, ça montre que les jambes ne sont pas mauvaises hein, pour l'Australien, qu'il est toujours performant et qu'il aime bien la Suisse. Hein. Le Tour de Suisse, le Tour de Romandie, c'est souvent des courses où il a été performant, donc il faut s'en méfier. Il peut vraiment faire un beau numéro. Et demain, il faudra attaquer de loin quand même hein, pour aller le lâcher. Le petit Australien. Et puis je termine avec Caruso. Pourquoi j'ai mis Caruso aujourd'hui? Parce que depuis le début de semaine, Caruso il avait été très 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 discret. Damiano Caruso. J'ai envie de dire ça a presque été encore le cas aujourd'hui. On ne l'a pas vu pour le moment depuis le début de course, hein, Damiano Caruso. Il n'est pas dans les attaques, il est à 30 secondes au général, sauf qu'aujourd'hui il fait une 7e, 6e même, sur ce sprint. Derrière, donc, des coureurs beaucoup plus rapides que lui, qui sont Bévin, Ethan Etter, Rohan Dennis, Diane Smith, Quinton Hermans. Il faudra s'en méfier demain, parce que, je rappelle, sur le Tour de Sicile, il a été bon. Il a fait... il était même très bon sur le Tour du Sicile. Donc Damiano Caruso pour demain, il faut s'en méfier. Lui aussi, hein, il va faire le Tour de France, donc je pense qu'il est sur la fin d'un cycle de travail. Mais malgré tout, ça reste Damiano Caruso, ça reste un très bon coureur. Donc il faudra faire très attention à lui sur cette course-là pour la victoire, parce que il a été très discret, donc il s'est bien caché. Donc il sera dangereux, je pense, Damiano Caruso. Toujours se méfier du coureur italien. Et puis vu la démonstration qu'il nous a fait à l'Etna, certes c'était que le Tour du Sicile, mais il a fait quand même une vraie démonstration ce jour-là. Je passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, l'homme mystère, Ethan Etter.
Ce coureur va hanter mes nuits, peut-être, bientôt, Eteneter. Incroyable, un jour sur deux. Ça pourrait être son surnom également, un jour sur deux. Un jour ça va, l'autre jour, il n'est pas dans le coup, ou il fait une erreur, ou bon. Ça a l'air d'être un coureur quand même hyper atypique. Là, on est en train de peut-être de plus s'en apercevoir. Coureur de caractère, hein, on l'a déjà vu, lors de l'étape numéro 1, où il est tombé, où il gagne le lendemain. Coureur de caractère aussi, parce que je réfléchissais à ça tout à l'heure, pendant que j'étais en train de préparer les étapes du Giro. Que quand il parlait à la radio, je pense que maintenant on peut quand même réfléchir à ça, il s'engueulait avec son directeur sportif peut-être. C'était peut-être ça pourquoi il parlait à la radio, c'est qu'il engueulait son directeur sportif. Arrête de me faire chier, connard. Bam. C'était peut-être ça ce qu'il faisait. Donc c'est toujours un petit peu problématique, mais Eteneter, c'est un coureur qui a l'air d'avoir un fort caractère. Pas un coureur facile, et là aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais à la sortie du virage, il fallait lancer le sprint. Soit il a mal repéré, soit chez Ineos, ils ont encore mal repéré le parcours, ce qui serait quand même la deuxième erreur sur cette semaine de compétition. Et alors là, les managers sont à blâmer. De toute manière, je pense qu'il y aura des discussions à avoir avec les managers qui sont sur place, parce que quand on voit le comportement qu'a eu le directeur sportif sur cette course, j'ai oublié son nom, c'était c'était pas Cumming, je sais plus qui était présent, c'est Lancaster je crois, qui a engueulé son leader, qui a engueulé Eteneter. Ça déjà c'est limite. Et surtout l'erreur du bidon avec Geraint Thomas. C'est des erreurs que ne commettait pas la Sky. À l'époque de la Sky, une erreur comme la pénalité de Geraint Thomas, ça ne serait jamais arrivé. C'était tout au millimètre. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins le cas là sur cette course-là. C'est rare de voir cette équipe commettre des erreurs de ce type-là, des erreurs de communication. On sait que c'était plutôt des pros dans ce domaine-là, des erreurs sur le placement des directeurs, enfin des assistants sportifs, des erreurs également là au niveau de ce sprint où on ne sait pas trop ce qui se passe dans la tête de Heater. Est-ce que c'est Heater qui fait une erreur? Est-ce qu'on lui a donné des mauvaises informations? Mais Bevin n'aurait pas dû s'imposer aussi facilement. Je pense que Bevin était très fort aujourd'hui, mais Eteneter, c'est très bizarre. Et puis le comportement d'Eteneter, le geste à l'arrivée, là, ce point serré, est-ce qu'il était énervé contre lui-même? Est-ce qu'il était énervé contre la direction sportive, contre une erreur qu'il aurait faite, contre Patrick Bevin qui a gagné? Je ne sais pas. Mais c'est un coureur qui a du caractère, ça je peux vous le dire. Mais il va falloir peut-être canaliser tout ça autour de Eteneter. Mais quand même, un jour ça va, un jour c'est moins bien. Alors vous allez me dire, je suis sévère, c'est une deuxième place. Oui, mais grosso modo, il n'y avait que lui et Patrick Bevin au niveau des sprinters. Et Diane Smith, bon, Diane Smith, c'est pas incroyable. Je ne sais plus qui fait 3 aujourd'hui. C'est Rohan Dennis, donc qui n'est pas un sprinter. Mais du côté des Eteneter, là aujourd'hui, bon voilà, quand tu fais deuxième, t'es le premier des cons, hein. Comme dirait Jean Le Cam du côté de la voile. T'as la place du con un petit peu aujourd'hui, parce que au niveau des sprinters, ils étaient que 2 dans le final, donc il fallait faire premier aujourd'hui, il y avait que la gagne qui comptait. Et du côté des Eteneter, c'est très surprenant quand même cette on en parlait dans les commentaires aujourd'hui. Et là, je disais, pour le moment, ce cours-là, je ne sais pas quelles sont ses limites, je n'arrive pas à le cerner. Mais vraiment. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je peux vous dire qu'avec ce Tour de Romandie, j'ai encore plus de mal à le cerner sur ses qualités. Mais là, aujourd'hui, il passe à côté. Deuxième flop du jour, j'ai mis UAE. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment couru en équipe aujourd'hui, UAE. C'est-à-dire que quand tu as Ayuso, Hirschi, McNulty, je sais plus, et Fisher Black dans le final.
qui fait 7 ou 8 de l'étape. Je ne sais plus, Fischer Black qui fait 7. Mais quand tu as les 3 autres coureurs que j'ai cités, tu ne peux pas ne pas en mettre un dans le top 5. Enfin, Hirschi, on sait qu'il a une bonne pointe de vitesse. Parfois, il a lancé des sprints pour certains coureurs. McNulty, on connaît sa pointe de vitesse dans des petits comités. Il l'avait montré notamment une année sur le Giro. Ayuso, c'est quand même un coureur qui est très puissant. Donc normalement, ça doit aussi le faire sur ce type d'arrivée, ce qu'il était capable de faire de temps en temps contre Contador, quand il ne faisait pas des erreurs stratégiques. Là, je suis assez surpris que cette équipe-là n'ait pas réussi à en placer un dans les 3-4 premiers. Derrière Bevin et Juan Denis, je pense qu'il y avait de la place. Et surtout, je trouve que dans les attaques, c'était un peu... il aurait fallu peut-être rouler beaucoup plus fort du côté de chez UAE. Peut-être en sacrifier un des 3, mais on n'a pas voulu sacrifier un des 3 coureurs. C'est peut-être ça le problème. Des fois, vous avez des problèmes de riches. Mais il aurait fallu sacrifier un leader, parce que je pense que c'est ce qui leur a manqué dans le final. Et peut-être que s'ils avaient emmené le sprint, peut-être qu'ils auraient fini dans le top 5. Et là, c'est vrai qu'une 7e place, c'est quand même un petit peu décevant. Mais je pense qu'il aurait fallu un peu plus travailler en équipe que ce qu'ils n'ont fait aujourd'hui. Puis je termine avec Ethan Vermeulen. Encore lâché aujourd'hui, Ethan Vermeulen, il finit loin. Il finit 116e avec Théo Delacroix et Thomas Champion. C'est un peu décevant pour Vermeulen. Alors donc, il n'a pas les jambes qu'il avait autour de Catalogne. C'est un coureur que je voulais revoir après le Tour de Catalogne, où il avait été très bon, notamment avec sa victoire dans l'étape numéro 5. C'était pas l'étape numéro 2, je crois que j'avais dit l'étape numéro 2, je me suis trompé. Et la 4e place du côté de Perpignan. 5e du Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. On se disait, oh bah tiens, c'est intéressant, Ethan Vermeulen sur cette course-là. En plus, c'est vallonné. Il y a des opportunités pour lui. Au final, il est passé à côté pour le moment de toutes les grandes étapes qui pouvaient lui convenir. C'est un petit peu décevant. Après, c'est sa première année chez les professionnels. Donc, c'est pas simple parfois, de passer du monde espoir, du monde junior au professionnel. Et peut-être qu'il a accumulé un petit peu de fatigue après le Tour de Catalogne, qu'il a un petit peu du mal à enchaîner, ou soit il a accumulé un petit peu de fatigue sur les 2-3 premiers jours et que là il a un petit peu plus de mal. Mais c'est vrai que je m'attendais un petit peu mieux de la part d'Ethan Vermeulen. Vernon, pardon, j'ai dit Vermeulen, c'est Vernon. On passe à l'étape de demain. Sacré petit morceau, l'étape de demain. On va partir de Aigle, le centre international, le centre du cyclisme, pour aller à Zinal Val d'Anivier. Étape qui fera 180 km, donc en plus longue, et avec 4 côtes de première catégorie, une arrivée au sommet et une côte de deuxième catégorie. Ça va pas être facile du côté de cette étape. On partira de Aigle, on arrivera assez vite au bout de la première heure de course, grosso modo, au pied de la première difficulté du jour, la côte de Nax, 10 km 3 à 7,6 de moyenne. La côte de Nax, c'est très dur quand même. On n'a pas l'impression comme ça parce que c'est qu'en rouge, sauf que vous voyez le pourcentage moyen. Il y a 9% par exemple, 8,5, 8,1, 7,8. On n'a rien quasiment en dessous de 6% à part le premier kilomètre. Donc c'est plutôt régulier, mais plutôt très dur. La côte de Nax, vraiment il faudra s'en méfier, même si on est très loin de l'arrivée, ce qui est peut-être un petit peu la déception. C'est peut-être aussi la côte la plus dure de la journée, la côte de Nax, parce qu'il y a de la longueur et il y a de la pente. Et on est le problème à 120 km de l'arrivée. Deuxième côte de la journée après le sprint intermédiaire à Chippy. C'est au kilomètre 93, c'est la côte de l'Éponty à 1053 mètres d'altitude. 7 km 8 à 6,2% de moyenne, côte de première catégorie. La côte de l'Éponty, irrégulier avec un replat quasiment au sommet. Deux premiers, entre le kilomètre 1 et le kilomètre 3, on a un 7,9 et 7,8. 8,1 entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5. Et on redescend pour remonter sur les 800 derniers mètres à 7,6%. Donc vous voyez,
irrégulier cette montée des Ponty. Et en plus, cette montée des Ponty, on aurait presque pu la mettre avec la montée de Saint-Luc parce qu'il n'y aura pas de descente après cette montée vers les Ponty. On enchaînera tout de suite après avec la côte de Saint-Luc, 4 km 6 à 7,8%, ça sera au kilomètre 103. Alors il y a 10 km d'écart entre les deux montées, sauf qu'on aurait 10 km d'écart entre les deux, ça grimpe toujours, hein. Il n'y aura pas de descente, donc on a presque, je dirais, 20 km de montée entre les Ponty et Saint-Luc. Donc il faudra s'en méfier. La montée de Saint-Luc, c'est régulier, au-dessus de 7%, mais c'est plutôt assez régulier, donc pas trop de soucis sur cette montée. Ensuite, on redescend très légèrement, on va passer à Grimance, on y repassera un peu plus tard dans la journée. Et puis, la seule côte de deuxième catégorie de la journée, c'est les Yètes d'en bas, 4 km 7 à 5,8%, côte de deuxième catégorie, les Yètes d'en bas. C'était régulier, il y a 2 km qui sont compliqués, le pied du col, 7,1%, et puis entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3, avec 8,4% de pourcentage max. Ensuite, après, c'est beaucoup plus simple, les Yètes d'en bas, donc côte avec un nom rigolo, ça me fait rire, les Yètes d'en bas. On redescend ensuite jusqu'au kilomètre 140 à peu près, et puis ensuite, on aura un sprint intermédiaire de nouveau à Chippy, hein, on y repassera, pour ensuite faire le final de cette étape. En fait, le final de cette étape, on a l'impression comme ça que c'est assez facile, sauf qu'en fait, c'est 30 km de montée. Si on cumule les trois difficultés, c'est 30 km de montée avec la montée vers les Ponty qu'on a déjà vu tout à l'heure, 7 km 8 à 6,2% de moyenne, côte de première catégorie, on l'a déjà pris au kilomètre 93. Et on enchaîne avec la côte de Grimance, 6 km 2 à 7,1% de moyenne, côte de première catégorie, la côte de Grimance. C'est dur sur les 3 premiers kilomètres et puis ensuite ça devient un peu moins pointu, même si on est au-dessus de 6% de moyenne, mais les 3 premiers kilomètres, on est aux alentours de 8% de moyenne et ensuite plutôt aux alentours de 6,3, 6,4% de moyenne, donc c'est un peu plus roulant. Ensuite, on a donc une légère descente, mais très légère en haut de Grimance, qui sera à 8 km de l'arrivée. Et puis sur les 4 derniers kilomètres, du côté du Zinal Vandanivers à 1664 mètres d'altitude, et bien 3 km 900 à 5,2% de moyenne pour bien clôturer la journée, pour ceux qui auraient encore les jambes légères à ce moment-là de la course et qui voudraient tenter une attaque. Ça sera l'étape pour les leaders. Moi, parmi mes pronos, allez, je mets Vlasov, je mets qui d'autre? Je mets Caruso. Et puis Ben O'Connor pour cette étape. Voilà, je vous fais un petit tiercé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!